Thank you for listening to Depictions Media Radio. Welcome to Policy and Rights, the show about government policy and human rights. Welcome back to Policy and Rights here on Depictions Media Radio. I'm your host, Michael Clogs. If this were peacetime in Ukraine, Mr. Zelensky would have reached the end of his power as president. His reign as president would have long been over with, but it is not. And they're under a what is now martial law, in which case that means that Mr. Zelensky continues to be president of Ukraine. And to be totally honest with you, according to this BBC report, around 65% of Ukrainians still trust President Zelensky to guide them through these times. For the Ukrainians, the priority is to win the war and then have an election, explains the head of Kyiv's International Institute of Sociology. Therefore, they don't question any legitimacy of Zelensky. So, it's kind of interesting hearing on the tale of what the Russian Federation had said in a previous report from the UN Security Council that only 15% of Ukrainians are on the side of Mr. Zelensky. So, moving on, we're going to hear again some as a recorded statement from the UN Security Council, where Japan talks about the movement of arms and how that movement of arms violates some UN Security Council resolutions and also some UN General Assembly resolutions about the arms, and how the Ukraine itself is probably the most and heaviestly mined place in the world, with anti-personnel mines indiscriminately placed all over the country. So, moving back to Canada, we are going to hear today a report from the Canadian Senate. Members of the Senate and Social Affairs Science and Technology Committee told in a news conference the release of a report on a temporary and migrant worker force in Canada. It is entitled Act Solutions for Temporary and Migrant Labor in Canada. The report calls on the federal government to establish migrant worker commissions and an independent agency to coordinate policy and ensure workplace safety and standards. So, in short, the Canadian Senate is calling for changes to the migrant labor system overall. So we're going to hear that today, and so why don't we open the recordings up from
the UN. We have two recordings today from the UN, one of them being the Japanese statement on the movement of weapons of destruction and how they're being used indiscriminately, and they should be that military should be held responsible for civilian damage, and that it should not be an excusable happening. That certain types of weapons should not be used when they know that there are civilian sites that could be held in peril. I have reasonable grounds to believe that 3 senior leaders of Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Daif, and Ismail Haniyeh, bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of Israel and the State of Palestine from at least the 7th of October 2023. Extermination as a crime against humanity. Murder as a crime against humanity and as a war crime. The taking of hostages as a war crime. Rape and other acts of sexual violence during captivity as crimes against humanity and as war crimes. Torture during captivity as a crime against humanity and as a war crime. Other inhumane acts during captivity as a crime against humanity. Cruel treatment during captivity as a war crime. And outrages upon personal dignity during captivity as a war crime. These crimes were committed in the context of the ongoing armed conflict detailed in the applications, and as part of a widespread and systematic attack against the civilian population of Israel by Hamas and other armed groups. I now give the floor to Ms. Izumi Nakamitsu. Thank you, Mr. President. Mr. President, distinguished members of the Security Council, Excellencies, ladies and gentlemen, before I start, I would like to extend my condolences to the families of and the people of Iran following the passing of President Ibrahim Raisi, Foreign Minister Hussein Amir Abdullahian, and other passengers in a tragic helicopter crash yesterday. Almost 27 months have passed since the Russian Federation launched its full-scale invasion of Ukraine in violation of the UN Charter. That represents over 800 days of death, destruction, widespread devastation, and immense suffering for the Ukrainian people. Regrettably, the security situation continues to deteriorate. The escalating attacks on Ukrainian villages, towns, and cities, including, in particular, in the Kharkiv region, have led to more civilian deaths and injuries, as well as massive destruction of civilian infrastructure. Strikes have also been reported inside the Russian Federation, reportedly also resulting in civilian casualties and damage to civilian infrastructure. The continued and intensified attacks against civilians and civilian infrastructure are unacceptable. All parties to any armed conflict have an obligation to protect civilians in armed conflict and to ensure compliance with applicable international law, including international humanitarian law. Let me say it again. Deliberate and direct attacks against civilians and civilian infrastructure and indiscriminate attacks, including disproportionate attacks, are prohibited
under international humanitarian law. All such attacks must stop immediately. Attention should also be given to the environmental damage as well as the impact on human health and ecosystems resulting from the use of weapons. Turning now to the subject of this briefing, over the last months, the provision of military assistance and transfers of arms and ammunition to the Ukrainian armed forces have continued. Much of the information from governments about their transfers of weapon systems and ammunition to Ukraine is available through open sources. These transfers have reportedly included heavy conventional weapons such as battle tanks, armored combat vehicles, combat aircraft, helicopters, large caliber artillery systems, missile systems and uncrewed combat aerial vehicles, as well as remotely operated munitions, small arms and light weapons and their ammunition. There have also been reports of states transferring or planning to transfer weapons such as uncrewed aerial vehicles, ballistic missiles and ammunition to the Russian armed forces, and that these weapons have been used in Ukraine. I reiterate that any transfer of weapons and ammunition must take place within the applicable international legal framework, including, of course, relevant Security Council resolutions. Reports related to the transfer and use of anti-personnel mines and cluster munitions in Ukraine are deeply concerning. There must be an immediate end to the use of these inherently indiscriminate weapons, which have a devastating and long-lasting humanitarian impact on civilians. Ukraine is now one of the world's most heavily mine-contaminated countries, and it will require decades of clearance efforts with the support of the international community to make sure communities are safe from the threat of mines. Mr. President, the large-scale influx of arms and ammunition into any armed conflict raises significant concerns for peace and security, including as a result of diversion and proliferation, even after the conflict has ended. Importing, transit, producing and exporting states must act responsibly at every step along the arms and ammunition transfer chain to prevent diversion, illicit trafficking, and misuse. Pre-transfer risk assessments, marking and record-keeping practices, as well as tracing capabilities are of utmost importance. To prevent the diversion of conventional arms and regulate the international arms trade, states have established a number of arms control treaties and instruments. This includes the Arms Trade Treaty, the Firearms Protocol, the Programme of Action on Small Arms and Light Weapons and its International Tracing Instrument, and the Global Framework for Through-Life Conventional Ammunition Management. Universal participation in the relevant treaties, as well as full and effective implementation of these treaties and instruments, must remain a priority. Mr. President, from 24th of February 2022 to 16th of May 2024, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights has verified that conflict-related violence has killed at least 11,017 civilians and injured 21,445 in Ukraine. It is very concerning that the number of injured civilians has increased significantly for the second month in a row. As in past months, the vast majority of civilian casualties are a result of the use of explosive weapons with wide area effect in populated areas. The Secretary General has consistently and unequivocally urged all sides to avoid the use of explosive weapons in populated areas. Such use is highly likely to result in an indiscriminate, direct and long-term harm,
and to ultimately take combat out of urban areas altogether. I take this opportunity to refer to the political declaration on strengthening the protection of civilians from the humanitarian consequences arising from the use of explosive weapons in populated areas, adopted in November of 2022. Regrettably, the use of armed, uncrewed aerial vehicles and missiles continues to cause civilian deaths and injuries, as well as damage to civilian infrastructure. Just like any other weapons or weapon systems, armed uncrewed aerial vehicles and missiles must not be used in a manner inconsistent with international humanitarian law. Mr. President, distinguished members of the Security Council, I wish to reiterate the United Nations' commitment to support all meaningful efforts to bring a just and sustainable peace in Ukraine, guided by the United Nations Charter and international law, including relevant General Assembly resolutions. It is time to put an end to this war. I thank you very much for your attention. I thank Ms. Nakamitsu for her important Good morning. Je suis sénatrice de l'Ontario, and I am the chair of the Senate Standing. Je suis la présidente du comité des affaires sociales, des sciences et de la technologie. Il y a 50 ans, le Canada avait besoin urgent de main-d'œuvre et le gouvernement fédéral a agi. Il a introduit une mesure provisoire pour permettre aux employeurs de faire venir des travailleurs étrangers au Canada sur une base temporaire pour occuper des emplois pour lesquels les Canadiens qualifiés n'étaient pas disponibles. Cela a fonctionné et même un peu trop bien. Le Canada est devenu indépendant de cette source de main-d'œuvre. Et sur le programme des travailleurs étrangers temporaires, les TET, ce qui reste une source essentielle de travailleurs pour le Canada, mais notre dépendance à l'égard de la main-d'œuvre étrangère n'a pas engendré un sentiment correspondant de responsabilité ou de gratitude de notre part. Les travailleurs étrangers doivent se frayer un chemin dans une bureaucratie déroutante pour arriver jusqu'ici. Et lorsqu'ils arrivent, ils ne bénéficient pas des protections de base dont jouissent tous les Canadiens. Pendant ce temps, nos propres employeurs sont de plus en plus mal servis. Ils ont leur propre bataille bureaucratique à mener, au point que les travailleurs dont ils ont besoin risquent d'arriver trop tard pour les aider, pour la récolte ou pour les prises. En bref, nous avons un système qui ne sert personne. Un système qui fait face à l'inertie et à la force de 50 ans d'habitude. L'heure du changement a sonné. Il est temps, une fois de plus, que le gouvernement fédéral agisse et qu'il agisse maintenant. C'est pourquoi nous sommes ici avec vous aujourd'hui. Je suis accompagné de la sénatrice Osler et du sénateur Cormier. Notre comité a étudié la manœuvre temporaire immigrante du Canada depuis novembre 22. Nous publions aujourd'hui les conclusions sur les recommandations de notre rapport intitulé « Des solutions, agissons maintenant des solutions pour la main-d'œuvre temporaire immigrante du Canada ». Bien que nous soyons d'abord concentrés sur le programme des travailleurs étrangers temporaires, les témoignages que nous avons entendus nous ont amenés à nous pencher sur l'essence même de l'infrastructure de la main-d'œuvre immigrante au Canada. Lorsque nous avons entrepris une mission d'enquête au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard, nous avons pu nous faire une idée bien précise des conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et la contribution qu'ils apportent aux industries, aux économies et aux communautés locales. Il s'agit après tout d'une étude sur les personnes. Si l'on peut faire valoir que les travailleurs migrants sont des moteurs économiques essentiels, on ne peut ignorer qu'ils enrichissent également le tissu de leur communauté d'adoption. Au cours des prochaines minutes, je décrirai certains des problèmes structurels que nous avons identifiés et nos principales recommandations pour y remédier. Le
sénatrice Osler parlera des défis auxquels les travailleurs migrants sont confrontés ainsi que leur réussite. Vous apprendrez comment certains d'entre eux ont trouvé un nouveau foyer dans les communautés qui les ont accueillis à bras ouverts. Le sénateur Cormier fera ensuite quelques remarques en français avant de répondre à vos questions. Nous n'avons que 6 recommandations. La principale vise le gouvernement fédéral pour qu'il établisse une commission sur le travail des migrants. Une commission indépendante qui réagisse aux besoins des travailleurs et des employeurs, qu'il formule des recommandations pour des changements à l'intention du gouvernement fédéral. C'est, par exemple, le programme de travailleurs étrangers temporaire est un programme fédéral. Mais ici, il y a des champs de compétences uniquement provinciales et bon nombre des programmes sont financés par les collectivités. Comme un témoin l'a dit, il n'y a pas de collaboration ni de coordination entre les éléments en matière de santé légale, d'emploi ou autre. Donc, chacun a sa propre politique et celles-ci sont régies par des compétences différentes. Comme nous l'observons dans le rapport, les travailleurs migrants se perdent au milieu de tout cela. Par ailleurs, selon la loi, tous les travailleurs ont droit à certaines normes en matière de santé, de sécurité et de travail sur le lieu de travail. Mais avec toute la paperasserie et la bureaucratie qui entoure le travail des immigrants, aucun témoin n'a pu nommer une organisation ou un organisme particulier chargé de veiller à ce que ces normes soient respectées. C'est vraiment un millimélo d'organisations, d'agences, d'organismes qui envoient des inspecteurs d'un type ou d'un autre pour faire respecter les différents régimes de conformité et d'application. Encore une fois, il n'y a pas de coordination. Nous avons entendu dire que, par conséquent, de nombreuses inspections redondantes peuvent avoir lieu en peu de temps. En plus d'être inefficace, ce système est également frustrant pour les employeurs qui doivent utiliser un temps de travail limité pour produire les mêmes informations pour différents inspecteurs. Avec autant de cuisiniers dans la cuisine, il est logique d'engager un chef cuisinier. C'est ce que nous attendons du gouvernement fédéral pour les travailleurs migrants. La création d'une commission sur le travail des migrants dirigée par un commissaire aux travailleurs migrants mettrait de l'ordre dans ce statu quo inutile et inefficace. La commission servirait de guichet unique pour les migrants qui ont besoin d'aide pour faire valoir leurs droits, pour les employeurs qui cherchent à s'orienter dans le labyrinthe des formalités administratives. Et même pour les services gouvernementaux qui cherchent à rendre leurs opérations plus efficaces en exigeant que 50 années supplémentaires de solutions à court terme, nous pouvons remédier aux lacunes d'un système confus pour les utilisateurs et coûteux pour les contribuables. Nous avons tout à gagner et beaucoup à perdre si nous n'agissons pas maintenant. J'invite la sénatrice Osler à prendre la parole. Je vous remercie, sénatrice. Maintenant, vous devriez avoir une bonne idée des problèmes structurels évoqués par la sénatrice Amidvar. Comme elle a souligné, il s'agit en fin de compte d'une question de personnes, des personnes d'autres pays qui cherchent des opportunités au Canada et des personnes au Canada dont les moyens de subsistance dépendent de plus en plus du fait que le gouvernement fédéral tienne compte du titre de notre rapport. Agissons maintenant. Imaginez ceci. Vous avez réussi à vous frayer un chemin dans le labyrinthe du système et à venir travailler au Canada. Mais votre employeur vous maltraite. Vos conditions de travail ne sont pas sûres, vous ne recevez pas la rémunération que vous êtes censé recevoir. Il y a des brimades, des abus et vous ne pouvez rien y faire. Pourquoi? Parce que votre employeur vous le traite alors, parce que vous avez un permis spécifique à l'employeur et vous avez peur de devoir quitter le pays si vous vous plaignez ou si vous démissionnez. Les permis de travail propres à un employeur rendent les travailleurs migrants particulièrement vulnérables. Un témoin a même comparé la situation à celle des serviteurs sous contrat du passé, des travailleurs qui devaient travailler
pour leur employeur pendant une période déterminée avant de trouver leur liberté de vivre et de travailler ailleurs. Mais qu'en est-il de toutes ces inspections dont a parlé la sénatrice Amidvar? Elles offrent sûrement une certaine protection aux travailleurs. Peut-être, mais nous avons entendu dire que les inspections sont souvent annoncées aux employeurs à l'avance. Ce qui donne aux employeurs peu scrupuleux l'occasion de se préparer. Nous avons entendu des témoignages d'inspectorats qui ont fait visiter des logements d'employés modernes et bien équipés alors que les vrais logements restaient invisibles et non inspectés. Un employé d'un lieu de travail abusif nous a raconté de but en blanc qu'elle avait été renvoyée chez elle avant une inspection. Une fois l'inspection terminée, elle est retournée au travail, les mauvais traitements ont continué. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que les travailleuses sont particulièrement vulnérables aux agressions sexuelles, physiques et sexuelles. Et elles ont souvent peur de dénoncer ces violences car elles risquent d'être licenciées ou expulsées. C'est pourquoi nous recommandons la création d'une commission du travail migrant qui pourrait constituer un lieu sûr pour les travailleurs vers lesquels le travailleur pourrait se tourner en cas de problème. Une autre recommandation que le gouvernement fédéral étudie des alternatives aux permis de travail spécifiques à l'employeur. Les permis de travail spécifiques à un employeur ou à une région sont des alternatives qui méritent d'être envisagées, car il permettrait aux employés de quitter les situations de maltraitance. Et les employeurs en tirent profit car ils ont la possibilité de déployer des travailleurs là où c'est nécessaire. Il est important de noter que les conditions dignes de Dickens sont en aucun cas la norme. Bien qu'il existe certainement des employeurs peu scrupuleux, la plupart d'entre eux sont honnêtes et apprécient sincèrement les personnes qui les soutiennent. Lors de notre mission d'enquête au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard, nous avons rencontré des travailleurs, des employeurs qui effectuent un travail crucial dans des secteurs tels que l'aquaculture, l'agriculture et la production alimentaire. Nous avons appris que de nombreuses entreprises ne seraient tout simplement pas opérationnelles sans la main-d'œuvre immigrée. Nous avons également entendu parler de l'effet positif et transformateur de la main-d'œuvre immigrée sur les communautés entières. Nous avons appris que de nombreux employeurs parrainaient des travailleurs migrants pour leur permettre d'obtenir un permis de séjour permanent afin de bénéficier d'une plus grande flexibilité en matière de salaire, de niveau, de compétences, de formation et de lieu de travail, ce qui profite à la fois aux employeurs et aux employés. La première vague importante de travailleurs migrants est arrivée au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard il y a environ 15 ans. Nous avons appris qu'ils font désormais partie de familles multigénérationnelles qui ont revitalisé les communautés rurales, les écoles, les églises et les entreprises. Leur présence enrichit tout le monde. Construisons donc avec un système digne de leur contribution au Canada, un système qui fonctionne aussi bien pour les employeurs que pour les employés. En explorant des alternatives aux permis de travail spécifiques aux employeurs et en mettant en place une commission de travail migrant forte pour mettre en œuvre les réformes nécessaires depuis longtemps, nous pourrons créer un système qui soit dans les meilleurs intérêts de tous et de toutes. Mais nous devons agir et agir maintenant. Je vous remercie. La parole. Merci, sénatrice Hassler. Et merci à vous d'être ici aujourd'hui. Alors, vous me permettrez de reprendre en français certaines des informations clés qui ont été transmises par mes collègues. Effectivement, il y a 50 ans, le Canada avait un urgent besoin de main-d'œuvre. Le gouvernement fédéral avait donc mis en place une mesure provisoire permettant aux employeurs de faire venir des travailleurs étrangers au Canada à titre temporaire afin de pourvoir les postes pour lesquels ils ne trouvaient pas de Canadiens qualifiés. Effectivement, le programme a été victime de son succès. Le Canada est devenu dépendant de cette main-d'œuvre et le programme des travailleurs étrangers temporaires reste une source essentielle de travailleurs. Pour cette dépendance, mais cette dépendance n'a pas pour autant suscité chez nous un sentiment de responsabilité et de reconnaissance. Les travailleurs étrangers doivent se frayer un chemin dans la bureaucratie déroutante pour arriver jusqu'ici. Et lorsqu'ils arrivent, ils ne peuvent bénéficier des protections de base dont disposent tous les Canadiens. Pendant ce temps, nos employeurs sont de plus en plus mal servis par l'État. Ils doivent mener leur propre bataille bureaucratique au risque de voir les travailleurs dont ils ont besoin arriver trop tard pour leur être utiles. En résumé, nous avons affaire à un système qui ne sert personne, un système sclérosé maintenu par la force de l'inertie et de 50 ans d'habitude. Il est temps que ça change. Le gouvernement fédéral doit passer à l'action et agir maintenant.
Notre comité étudie la question de la main-d'œuvre temporaire et migrante au Canada depuis novembre 2022. Aujourd'hui, nous publions nos conclusions et nos recommandations dans notre rapport intitulé « Agissons maintenant des solutions pour la main-d'œuvre temporaire et migrante au Canada ». Au départ, notre étude était axée sur le programme des travailleurs étrangers temporaires et nos recommandations vont dans ce sens, mais les témoignages que nous avons entendus nous ont amenés à nous pencher sur l'essence même de l'infrastructure de la main-d'œuvre migrante au Canada. Lorsque nous avons effectué une mission d'étude au Nouveau-Brunswick et à l'île de Prince-Édouard, nous avons pu nous faire une idée précise des conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. Nous avons constaté à quel point leurs contributions aux industries, aux économies et aux communautés locales sont importantes. Il s'agit, après tout, comme l'a précisé la sénatrice Omidvar, d'une étude portant sur des personnes. Au cours de la mission d'étude dans ma province, le Nouveau-Brunswick, nous avons rencontré quelques-uns des 60 000 titulaires d'un permis de travail étranger temporaire. Ils nous ont fait part des difficultés auxquelles ils sont confrontés, les formalités administratives excessives, la vulnérabilité et parfois même les préjugés. Cela dit, ils nous ont aussi montré la contribution qu'ils apportent, non seulement dans le cadre de leur travail, mais aussi au sein des communautés. Comme vous le savez, les communautés de langue française en situation minoritaire au Nouveau-Brunswick ont connu un déclin démographique au cours des dernières décennies. Toutefois, les travailleurs qui ont choisi de s'établir au Canada pour de bon contribuent à la revitalisation de ces communautés. Nous avons appris que la première génération d'enfants d'anciens travailleurs étrangers temporaires brille maintenant dans les écoles de langue française et contribue à la langue et à la culture. Ils sont fort bienvenus dans leur communauté. Et nous avons encore besoin d'eux. La région de l'Atlantique doit retenir entre 18 000 et 22 000 immigrants par an pour répondre aux besoins prévus du marché du travail. Les employeurs des secteurs de l'agriculture, du tourisme et de la transformation des fruits de mer ne sauraient être plus clairs, et je cite l'un d'entre eux, « Sans programme nous permettant d'embaucher des étrangers, notre entreprise n'est pas mieux que morte », a déclaré un employeur, et un autre a ajouté « Sans main-d'œuvre étrangère, je devrais fermer demain matin, ça ne vaudrait même pas la peine d'essayer ». Il est donc grand temps de mettre en place un système de travail migrant qui fonctionne pour tout le monde. Pour ce faire, nous préconisons que le gouvernement fédéral crée une commission sur le travail migrant dirigée par un commissaire ayant le pouvoir et les ressources nécessaires pour entreprendre les réformes qui s'imposent. L'administration du travail migrant est extrêmement complexe. Différents aspects sont gérés par un certain nombre de ministères fédéraux, par les gouvernements provinciaux ou territoriaux et par les municipalités. Sans compter qu'un solide leadership est nécessaire pour remédier au chaos, au gaspillage et à l'inefficacité qui caractérise le statu quo. Notre comité envisage donc une commission qui servirait de guichet unique aux migrants ayant besoin d'aide pour faire valoir leurs droits, aux employeurs cherchant à s'orienter dans le dédale bureaucratique et aux ministères qui souhaitent rationaliser leurs activités. Les travailleurs migrants cultivent et transforment nos aliments. Ils soutiennent l'industrie touristique. Ils prennent soin de nos aînés. Tout le monde au Canada bénéficie d'une manière ou d'une autre de leur dur labeur. Après 50 ans de demi-mesures et de dédale bureaucratique, il est temps de mettre en place une solution durable. Je vous remercie. Nous vous ferons maintenant un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci. Thank you. On va maintenant procéder à la période de questions. Je ne vois pas de questions dans la salle, donc nous allons tout de suite passer sur Zoom. So, if you're attending on Zoom, please use the raise hand function. Si vous êtes sur Zoom, utilisez la fonction main levée. D'abord, Adam Arras du Télégraphe du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup. The proportion of temporary residents allowed in the country. I wanted your take on that and whether it. L'interpellant n'a pas le micro approprié. They've grown too fast for Canada to keep up, or if that's needed, like you heard from industry, how it's kind of the lifeblood of several jobs in New Brunswick and Atlantic Canada. Thank you for that question. Merci de la question. Je pense que le sénateur Cormier va ajouter à ce que je vais vous dire.
nous voulons que le gouvernement fédéral on contribue au programme de travailleurs étrangers temporaires. Il faut voir comment on peut mieux faire fonctionner le programme. Et le fait de restreindre le nombre de résidents temporaires, que ce soit des travailleurs ou des personnes qui ont un permis de travail, va vraiment nuire à l'économie. Mais nous voulons, pour la première fois, dans ce contexte, un plan qui puisse répondre aux besoins du marché du travail, aux besoins des travailleurs étrangers migrants et aussi des divers secteurs de juridiction. L'interprétation, là, Monsieur Uras. Alors, si je peux rajouter, vous le savez, comme moi, le Nouveau-Brunswick a un besoin immense en ressources humaines dans tous les secteurs de notre société. Nous avons également des défis démographiques sur le plan de la francophonie, mais pas uniquement. Donc, l'idée de restreindre le nombre de travailleurs temporaires est pour nous pas la solution. En fait, au-delà des défis de logement, je pense qu'il faut qu'il y ait une stratégie très, très claire pour accroître et permettre à nos industries, à nos entreprises, à nos communautés de pouvoir accueillir décemment des travailleurs temporaires étrangers qui viendront contribuer à l'essor de notre province et de notre pays. Follow-up, madame? Si je puis ajouter un détail pour répondre à votre question, on nous a dit que la région de l'Atlantique doit pouvoir conserver de 18 000 à 22 000 travailleurs migrants par année pour répondre aux besoins du marché du travail d'ici 2030. C'est donc une question très intuitive. C'est pourquoi nous pensons que notre rapport est très important parce qu'il porte sur les initiatives qu'on peut prendre et sur ce qu'on peut faire pour aider la situation. The committee heard some disturbing testimony uses from those working in New Brunswick and Atlantic Canada and elsewhere. I wanted to know, the report really, I haven't had a lot of time to go over it. It's 152 pages, but I don't see much on sanctions and whether they're enough. I know there was 4 New Brunswick companies fined last year. I just wonder if you find the disciplinary action enough to keep people in line. Thank you for that question. We did hear when we went on our study trip from employers and from workers about On nous a parlé vraiment pendant notre voyage dans la région de l'Atlantique des problèmes qu'il y a. Mais il y a bien sûr des mauvais employeurs qui ont reçu des plaintes et qui ont été... on ne devrait pas leur permettre de continuer de cette façon. Très souvent, ces employeurs peuvent montrer qu'ils ont réparé leurs erreurs et ensuite ils recommencent. Mais c'est une chose qu'on pourrait résoudre. C'est un problème qu'on pourrait résoudre si on avait un commissaire au travail temporaire. C'est le commissaire pourrait envisager un nouveau processus qui pourrait faire le tri entre les employeurs. Monsieur Uras, également, évidemment, on a entendu parler de ces entrepreneurs qui étaient, comme l'a dit la sénatrice, de mauvaises pommes dans le panier. Mais nous avons également entendu parler des employeurs qui sont des employeurs consciencieux, qui sont des employeurs préoccupés par le bien-être de leurs employés. Et ça aussi, on l'a entendu durant notre mission au Nouveau-Brunswick et à l'île du Prince-Édouard. Donc, pour nous, et ce rapport témoigne de ça, de cet équilibre entre évidemment les défis que rencontrent les travailleurs
quand ils sont embauchés par des employeurs qui sont pas tout à fait justes dans la manière de les traiter, et ces employeurs qui sont nombreux et qui offrent un service et qui offrent des conditions de travail adéquates aux travailleurs. Mais tout cela, évidemment, sera amélioré si cette commission est créée. Thank you. Merci. Next up, Diana Martin. Maintenant, Diana Martin, s'il vous plaît. Allez-y. Thank you for making the time for questions. I appreciate the previous answers, but in Ontario at least, we've had a number of... L'intervenante n'utilise pas un micro approprié. When it comes to migrant workers finding justice and the operators who are the bad apples still being able to access programs that make temporary foreign workers available to them. We've also had different governments, whether municipal or federal, say that they're going to clamp down on these, but we've yet to see any real banning, I guess, of those bad apples from accessing temporary foreign workers or you know, solid results from this. Do you think that this will change that? Do you think this will provide the changes required? Because currently we've had different announcements that say it will happen, but we've yet to see it. We believe Nous sommes convaincus que la création d'une commission sur les travailleurs étrangers migrants va aider à résoudre ces problèmes. Bien sûr, certains membres de la chaîne de travail migrante sont exploités à l'heure actuelle. Et on a notamment des idées intéressantes, notamment la création d'un programme pour le traitement des fruits de mer. Mais aussi en Ontario, je pense que nous avons pris des mesures et nous avons formulé des recommandations pour le financement de l'aide aux travailleurs migrants pour que ça passe de 1 million à 2 millions. Et on parle maintenant d'augmenter ce chiffre à 22 millions parce que les travailleurs migrants n'ont pas d'appui, n'ont pas de programme. Ils ont besoin d'un endroit où s'adresser s'ils ont des problèmes. Et la création des ONG partout dans l'Ontario pour leur donner accès à ces services permettrait d'apporter une certaine justice au processus. Et aussi, j'aime bien l'idée que le gouvernement fédéral a élaboré au sujet des employeurs en qui on peut faire confiance. Mais encore une fois, il y a toutes sortes d'idées, mais pour cela, il faut en arriver à un programme centralisé pour appliquer ces programmes, ces solutions. Merci. What you've asked is consistent with what we heard. Votre question correspond à ce que nous avons entendu de la part des employeurs et des employés. Il est difficile de faire appliquer les règlements. Les employés ne savent pas vers qui se tourner. Les nouveaux employeurs ne savent pas si telle ou telle loi doit être appliquée ou pas. Donc, il est clair que le statu quo ne fonctionne pas. Et par conséquent, l'une de nos principales recommandations serait la tenue l'établissement d'une commission où il y aurait représentation du gouvernement, des employeurs, des employés. Parce que maintenant, ce programme existe depuis 50 ans. On a mis tout un patchwork d'éléments pour essayer de corriger les problèmes. Mais les gens continuent de faire l'objet d'abus. L'intervenant n'utilise pas le matériel approprié. Le service d'interprétation reprendra sous peu. WSIB to
acknowledge some claims retroactively and moving forward. Temporary foreign workers. Sometimes the challenge, I know we kind of use temporary foreign worker as an umbrella term, but sometimes the challenge is the temporary foreign worker farm program compared to the SOP program. No, there isn't a unified coverage there. There'll be some migrant workers that are able to apply for certain benefits where other migrant workers are unable to do so. I'm sorry, I did not get a copy of the report myself because this was a little bit sudden for me. Is there anything that will encourage a more blanket approach and not define workers, temporary foreign workers, by the program they're in, but rather that they are temporary foreign workers, period? And although these are all recommendations, what do you think the uptake will be? Are you positive that this will, feeling optimistic that this will go forward and be initiated in good time? There is a section in the report that... Il y a une partie dans le rapport qui évoque tout le patchwork de services de soins de santé et c'est semblable à toutes les mesures à la pièce qui ont été adoptées dans d'autres domaines. Mais pour ce qui est de la santé, nous recommandons qu'il y ait possibilité pour que le gouvernement fédéral puisse intervenir dans le cadre des programmes de santé fédéral si l'employé n'est pas en mesure de confirmer qu'il existe des soins de santé pour l'employé. À savoir si les gens seront d'accord avec les propositions, eh bien, le ministre du Développement social et le ministre de l'Immigration sont responsables d'offrir une réponse au rapport dans les 120 jours. Bien sûr, nous n'avons pas l'intention d'attendre aussi longtemps. Notre comité va demander à ce qu'il y ait réponse plus rapidement, plus directement et de façon informelle, plutôt que d'attendre la réponse officielle du gouvernement. Nous avons formulé des recommandations qui doivent être mises en œuvre maintenant. L'établissement de la commission sur le travail migrant. Deuxièmement, l'élimination des permis propres à un seul employeur. Troisièmement, l'élargissement des programmes de parrainage provinciaux pour que davantage de travailleurs étrangers temporaires puissent utiliser ces voies. On a vu de nombreux employeurs, justement, TET, à l'île du Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, qui se sont prévalus de ces programmes de parrainage pour s'installer au Canada. Et c'est bien de voir lorsqu'ils arrivent à la fin de leur séjour et qu'ils deviennent des résidents permanents. Mais ils sont aussi très nombreux à avoir peur de dénoncer parce qu'ils craignent ne plus être admissibles au programme de parrainage. Et donc, il faut modifier la situation pour permettre à ceux qui veulent rester au Canada de le faire. Et par ailleurs, on a entendu aussi que tous ces TET ne veulent pas forcément s'installer au Canada. Il y en a qui sont très heureux de passer quelques mois au Canada, de travailler et de rentrer chez eux, retrouver leur famille. Donc, il ne s'agit pas de trouver une solution panacée qui offrira une solution à tous. It's not too late. You can still use... Il y a des questions sur Zoom. Ceux qui veulent réagir peuvent utiliser l'icône lever la main. D'animateur de la conférence de presse pour vous poser une question, sénateur Cormier, Boris Proulx, Le Devoir. Une des recommandations que je peux lire, c'est éliminer progressivement le permis de travail lié à un employeur donné. Est-ce que vos travaux ont montré que c'est la première fois que c'est recommandé au Canada? Et pourquoi est-ce que ça dure encore à ce jour, là, les permis de travail barrés à un employeur? Si mes collègues peuvent aussi répondre à cette question, mais il est clair que un des grands défis que les travailleurs rencontrent, c'est les permis fermés, les permis de travail fermés, qui font en sorte qu'ils sont liés à un seul employeur. Alors si les employeurs en question ne les traitent pas bien, ils sont quand même
pris, je dirais, avec ces employeurs-là. Donc, il est clair que le constat que nous avons fait et ce que nous avons entendu, c'est qu'il est nécessaire que la capacité pour des travailleurs d'obtenir des permis ouverts qui leur permettent aussi de changer d'employeur fait partie de la solution. Ce que nous avons aussi entendu des employeurs par rapport à ces permis ouverts, c'est l'importance, par exemple, on l'a mentionné, de stratégies régionales ou par secteur. En fait, en d'autres mots, dans un secteur donné, un employé qui travaille dans une entreprise donnée pourrait, avec un permis ouvert, transférer dans le même secteur, dans une autre entreprise, parce qu'évidemment, il y a des stratégies économiques qui vont par secteur ou par région selon les spécificités. Donc, c'est au cœur, cette question de permis fermé, permis ouvert est au cœur des défis, est au cœur des recommandations que nous avons faites. And perhaps for other senators, this is the first time in... Et pour les autres sénateurs, c'est la première fois qu'une idée de genre est soulevée au Canada. L'idée, oui, des permis fermés, d'éliminer ces permis fermés pour les TET. Non, il y a bien des gens qui défendent les droits de ces travailleurs et qui ont comparu devant nous, ont demandé à ce que ces permis soient éliminés. Et nous avons donc offert une solution raisonnable, à savoir que les permis propres à un employeur donné soient éliminés sur une période de 3 ans. Donc, il faut permettre aux gens de planifier, d'agir de façon stratégique, plutôt que de dire du jour au lendemain, on doit interdire ces permis. Et donc, parce qu'il s'agit d'un écosystème, il faut savoir. Et de nombreux employeurs plutôt nous ont dit que s'ils n'avaient pas accès à des travailleurs étrangers temporaires, les TET, leur entreprise devrait fermer. Ça ne veut pas dire que les employeurs devraient être libres de faire n'importe quoi avec ces employés. Et donc, les recommandations que nous avons formulées permettront de répondre aux besoins du marché de travail et de traiter ces travailleurs avec dignité et respect. Oui, j'aimerais poser une autre question. Comment expliquez-vous que ce système existe toujours, ce système de permis fermé pour les TET? Comment se fait-il que les gouvernements ne s'en sont pas débarrassés par le passé? C'est une excellente question. Je suppose que c'est une question de pouvoir. Il y a un déséquilibre du pouvoir entre les employeurs et les employés. Et les employeurs ont aussi des représentants ici à Ottawa, tandis que les groupes de travailleurs n'en ont probablement pas. C'est pourquoi, en établissant une commission, on aurait un commissaire qui pourrait entendre les employés, car ceux-ci auraient un accès direct à la commission et au commissaire. And if I can add, Oui, j'aimerais aussi rajouter dans une perspective élargie. Le programme de TET a déjà 50 ans. Il a été créé en 1973. Et je vais vous lire le premier paragraphe de notre résumé exécutif. Il a été créé en tant que pour permettre d'amener des employés au Canada. Et 50 ans plus tard, le programme est devenu un programme essentiel du marché du travail au Canada dans de nombreux secteurs. Mais le marché a changé, les secteurs ont changé, le travail a changé. Le programme, au cours des 50 dernières années, a connu de petites modifications, des programmes rajoutés, des améliorations, mais personne ne l'a examiné en profondeur en tenant compte de l'immigration et du marché du travail. Donc, en fait, nous songeons à la modernisation du programme afin qu'il soit mieux intégré au programme d'immigration. Nous voulons
tenir compte des contributions des travailleurs au Canada et des avantages, des bénéfices qu'ils apportent aux collectivités et la façon de moderniser le programme afin de ne pas continuer de conserver ce qui existait en 73 et en apportant de petites modifications. En fait, ce qu'on a entendu aussi, c'est que effectivement, le marché a changé, les besoins dans les régions et les besoins des secteurs ont évolué et que donc les stratégies d'immigration en ce qui concerne les travailleurs temporaires ne sont pas aujourd'hui bien adaptés aux réalités régionales. One size fits all ne fonctionne plus, on en est conscient. Donc, comment le gouvernement fédéral, comment à travers cette commission, on pourrait aider le gouvernement fédéral à tenir mieux compte, en fait, des réalités des régions et des besoins. On l'a entendu au Nouveau-Brunswick, dans ma province, on l'a entendu également à l'île du Prince-Édouard. Donc, les travailleurs et les employeurs réclament, en fait, des stratégies qui tiennent davantage compte de l'évolution de leur communauté. Et je terminerai en disant que la présence d'immigrants temporaires dans nos régions, et je pense notamment aux régions acadiennes du Nouveau-Brunswick et de l'île du Prince-Édouard, ce n'est pas la panacée à tous les défis que nous rencontrons en démographie, mais c'est un enjeu important et c'est une contribution fort importante que d'avoir ces travailleurs migrants temporaires dans nos provinces et de savoir qu'il y a également des organismes dans ces provinces, au-delà des entrepreneurs, des organismes qui les aident aussi à s'intégrer, à connaître leurs droits. Tout cela fait partie de l'écosystème. Merci, thank you. I see no other questions online, so this puts an end to this press conference. Merci beaucoup. Voilà qui met un terme à la conférence de presse. Il n'y a plus d'autres intervenants. Merci. What would you like to make disappear? All that stuff out there. Call 1-800-GOT-JUNK.
This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.